je suggère que nous nous présentions. Et Laurent, si tu es d'accord, je vais dire un petit mot sur toi. Yes. Donc, Laurent a évolué pendant 20 ans dans le domaine des ressources humaines de grands groupes français. Il était directeur de la gestion des cadres dirigeants du groupe La Poste jusqu'en 2020, même presque fin de l'année 2020. Il est marié, il a 2 jeunes adolescents, voilà, une vie bien remplie aussi de ce côté-là, et il vit en région parisienne. Et il a un super pouvoir. Voilà, il est aussi particulier de ce point de vue-là. C'est que même dans les grands restaurants, il arrive à faire adapter les plats à son régime végétarien qu'il a décidé. Voilà, pour notre ami Laurent. Merci Frédéric. Et moi, j'aimerais vous présenter Frédéric Teisman, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique, de la finance et des RH. Il est maintenant depuis quelques années coach de dirigeants et facilitateur. Il a 2 grandes filles, dont une travaille directement avec lui. Et le super pouvoir de Frédéric, c'est qu'il est capable de faire méditer des dirigeants qui sont accros au stress et même des prisonniers. Oui, ça m'arrive d'aller en prison, effectivement, mais j'en ressors. Jusqu'à présent, en tout cas. Bien, alors on va poser simplement le contexte de cette intervention. Et il n'y a pas besoin de vous faire un long discours. Vous avez compris qu'on est dans un monde en pleine révolution. Et le télescopage de toutes ces révolutions fait aussi la singularité de cette situation. On est dans de nombreuses révolutions sur le plan technologique, mais aussi conceptuel. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de raisonner de façon linéaire. On sait qu'on doit intégrer la complexité et la vision systémique constamment. La révolution est aussi économique, sociétale, environnementale, et fatalement, elle est aussi managériale. Donc, on ne peut pas faire autrement que d'être confronté presque nuit et jour à ces transformations. Et le rythme des transformations est tel aujourd'hui que nous devons réinventer nos façons d'appréhender le monde. Alors, dans les éléments de contexte, nous devons nous rappeler aussi que nous faisons face à ce qu'on pourrait appeler une crise de confiance, une crise globale de leadership, puisque voilà, sans arrêt, on voit, là on vous en a mis quelques-uns, de chiffres qui parlent de la situation au travail, notamment de l'engagement, des niveaux d'engagement qui sont relativement bas. Alors ça peut varier d'une entreprise à l'autre, mais ce qui est surtout étonnant, c'est de voir que les dirigeants sont plutôt optimistes pour le coup par rapport à l'engagement, mais quand on fait des mesures réelles, on voit bien qu'il y a des différences entre leur perception intuitive et la réalité. Et il en va de même par rapport au fait que les managers ont l'impression, les managers et dirigeants ont l'impression de bien agir, de bien faire ce qu'il faut pour promouvoir l'engagement au travail, mais en réalité, les salariés ne voient pas ça tout à fait du même œil. Et on voit actuellement, et ça s'est aggravé encore pendant cette crise sanitaire, que le niveau de confiance des populations, à la fois dans les institutions et leurs gouvernants, mais aussi des salariés vis-à-vis des hauts dirigeants, le niveau de confiance a baissé. Voilà, tout simplement. Et on le voit aussi vis-à-vis des médias. Il y a une méfiance qui s'est installée. Et donc, on doit apprendre à avancer avec ces éléments. Et apprendre à avancer, c'est simplement nous rappeler aussi que la vie est un grand processus d'évolution et que rien ne peut l'arrêter. Depuis le début de l'existence de cette planète jusqu'à aujourd'hui, la vie n'est qu'un grand mouvement d'évolution. Et est-ce que nous pouvons décider comment nous évoluons et où nous allons? Et la réponse est plutôt oui. Même si nous ne pouvons pas empêcher ce mouvement d'évolution, nous pouvons au moins chevaucher ce mouvement et en prendre une partie au moins, à condition de ne pas s'attacher au passé, pas trop en tout cas, pas trop au présent, mais juste de tirer les enseignements du passé et avancer tranquillement, parce que de toute façon, tout passe toujours, tôt ou tard. Et nous aussi, nous passerons. C'est un grand principe de vie. Alors, pourquoi développer ces métacompétences Qu'est-ce que c'est qu'une métacompétence finalement et en quoi c'est important? Une métacompétence, c'est une porte qui s'ouvre sur nos potentialités. C'est une porte que la plupart des gens ne voient pas. Elle est là,
et vous ne saviez pas qu'elle était là, mais la métacompétence va vous permettre d'accéder à vos potentialités et à accélérer votre évolution. Et comme le disait Frédéric, dans le monde actuel, on sait tous que tout s'accélère en ce moment et qu'on aura besoin de nouvelles compétences. Et dès lors, que développer des métacompétences qui permettent de favoriser un apprentissage continu, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour cela, cela signifie qu'il est nécessaire d'aller au-delà du connu, de dépasser ses limites, d'ouvrir ses horizons, de sortir de sa zone de confort. Et pour cela, il est nécessaire d'adopter une posture d'évolution qui s'apprend assez facilement et qui est basée sur 4 piliers. 4 piliers pour se développer harmonieusement. Le premier de ces piliers, c'est d'avoir une grande aspiration, d'avoir un grand but. Le deuxième pilier, c'est de développer la conscience de soi. Le troisième pilier, c'est d'apprendre à apprendre. Et le quatrième pilier, de développer l'humilité. Humilité qui rime avec humanité. Et maintenant, ce que nous vous proposons, c'est d'approfondir le premier pilier, l'aspiration à un grand but. Dans la vie, il y a ce qui est important et ce qui est essentiel. Mais pas ce qui est essentiel pour les autres, ce qui est essentiel pour soi. Et on peut réellement accéder à ce qui est essentiel pour soi, d'abord en ralentissant un peu et en se posant la question, mais qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment dans cette vie l'essentiel? Alors, on peut rentrer en contact avec sa grande aspiration, quelque chose qui nous tire vers le haut. Ça peut être une grande cause. C'est toujours quelque chose qui est à la fois subjectif et personnel. Et si on ne réfléchit pas à son grand but, à sa grande aspiration, si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, il est sûr que d'autres auront des buts pour nous. Et le risque, c'est de perdre peu à peu le fil de sa vie. Et je voudrais vous partager un vécu personnel. Moi, durant 20 ans, un de mes premiers buts, ça a été de réussir professionnellement. Et donc, pour ça, j'ai beaucoup travaillé. J'ai obtenu un poste de cadre dirigeant dans une grande entreprise avec un salaire élevé, avec une sécurité financière et un certain statut social. Est-ce que ça correspondait vraiment à mon aspiration profonde? Pas vraiment. Est-ce que ça correspondait aux souhaits de mon père pour moi? Ça, c'est possible. Et depuis quelques années, je me suis posé la question de finalement quelle est la grande aspiration que j'ai dans ma vie et ce qui m'anime profondément, en fait, c'est de devenir une personne meilleure. C'est d'incarner chaque jour plus de vérité, plus d'authenticité, d'être quelqu'un avec plus de cœur, plus de compréhension, quelqu'un qui partage plus. Et puis, là, ça fait le lien avec le monde professionnel, quelqu'un qui porte des projets qui ont un impact positif sur ce monde, qui amène plus de beauté dans ce monde. Et dès lors, ça c'est mon exemple personnel, mais la question essentielle à se poser, c'est le nombre d'actes dans la vie étant limité, le nombre de jours étant limité, aujourd'hui étant le premier jour du reste de votre vie, quel est votre
grande aspiration. Et comment faire pour l'aligner avec votre vie personnelle et votre vie professionnelle? Et donc, la proposition qu'on vous fait avec Frédéric, c'est de prendre 5 minutes en sous-groupe de 3. On va vous répartir en salles pour que chacun puisse partager sa grande aspiration et comment il peut l'aligner avec sa vie personnelle et professionnelle. Prenez chacun 1 minute pour vous exprimer. Veillez à ce que chacun puisse s'exprimer. Bon échange et on vous retrouve dans 5 minutes. Là, vous allez être invité à rejoindre la salle, donc il faudra simplement cliquer pour rejoindre la salle. C'est parti. Qui se lance? C'est toujours le premier qui... Bon. Moi, je m'appelle Astrid, je veux bien partager. Merci Astrid. Alors, je suis sur mon iPhone, je ne vous vois pas très bien, enfin, je vois pas, je ne sais pas, vous m'entendez bien, vous voyez bien? On t'entend très bien, moi je ne te vois pas, mais on t'entend très bien. Bon, parfait. Alors, c'est juste pour vous dire que je sors d'un petit groupe fort sympathique avec Sophie qui, comme moi, est en deuxième partie de carrière et Carla qui est toute jeune et qui a déjà l'air d'avoir bien défini enfin, qui est sur des masters de développement durable avec un projet très précis. Donc, parmi nous trois, en fait, il y en avait une, la plus jeune qu'on félicite, qui est déjà cohérente et les deux autres, Sophie et moi, qui sommes, Sophie, aussi sur des sujets je crois, de planète. Et moi, c'est un petit peu les autres, apporter du bien aux autres. Moi, pour ma part, je suis dans un métier de communication. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est tous à des stades différents. On sait qu'on peut se former, donc ça, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que c'est un atelier d'échange intéressant pour justement se dire quel est mon but profond, puis après, on déroule toute la suite. Parce qu'on peut avoir beaucoup de sujets. Pour ma part, je m'intéresse à la planète, aux autres à travers les relations publiques ou même tout ce qui est headhunting que j'ai envie de faire d'une autre façon. Mais il va falloir canaliser un petit peu tout ça pour que le projet soit plus précis. Donc voilà, c'était un petit témoignage de groupe. Spontané. Merci. Merci Astrid, non seulement d'avoir témoigné pour toi, mais aussi de nous avoir raconté ce qui s'était passé dans ton groupe. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Est-ce que un autre ou une autre souhaiterait se prêter à l'exercice? Moi, je veux bien. Je m'appelle Vincent. Je ne sais pas si vous me voyez bien aussi parce que j'ai des petits soucis de connexion, mais ça devrait marcher. On t'entend très bien, Vincent. Si vous m'entendez, voilà. Moi, j'étais dans un sous-groupe très, très agréable aussi avec Sarah, qui a partagé également son souhait. Alors, de mon côté, j'aimerais travailler plutôt sur des aspects de partage avec les autres, comme vient de le dire Astrid, mais plutôt sous l'angle formation pour partager mes connaissances et aider en fait des personnes à progresser, à grandir. Donc soit de la formation collective, soit de la formation plus individuelle, du coaching ou des choses comme ça, pour partager ce que j'ai envie de partager. Alors comme je disais, moi je travaille chez AXA et aujourd'hui j'ai la chance on a la chance dans le groupe d'avoir une association qui s'appelle AXA à tout cœur et qui propose ce type d'initiative vis-à-vis de personnes en difficulté. Et donc voilà, ça fait partie des choses que je vais démarrer cette année et je suis très content de pouvoir faire ça. C'est super. Merci beaucoup. Merci Vincent pour ton partage. Et maintenant, on peut passer à la deuxième métacompétence. Donc la deuxième métacompétence, la conscience de soi. Qu'est-ce que c'est que la conscience de soi? C'est la capacité à observer ses émotions, ses pensées, ses sensations physiques de manière claire et vivante, en prêtant attention à ce qui se passe ici et maintenant. Par exemple, est-ce que là maintenant, vous êtes conscient de votre respiration? Oui, maintenant que je vous l'ai dit. Mais est-ce que vous l'étiez il y a quelques secondes? Et par exemple, là maintenant, est-ce que vous êtes conscient de votre posture?
Peut-être que certains sont dans une posture qui pourrait être plus confortable. Peut-être que certains souhaiteraient prendre une posture plus confortable, peut-être un peu plus droite. Et là encore, je voudrais vous partager un vécu que j'ai eu en lien avec la conscience de soi il y a quelques jours. On était à table, on s'apprêtait à déjeuner avec ma femme et mes enfants. Et on était assis, on s'apprêtait à prendre un bon repas. Et j'ai eu envie d'aller regarder sur mon téléphone un article. J'ai ce mouvement en moi. Et tout d'un coup, j'en prends conscience. Je m'apprêtais à le faire, je m'apprêtais à ouvrir mon téléphone. Et je prends conscience de ce mouvement et je me rappelle que, bon, on a un principe en famille, c'est quand on est à table, on ne regarde pas le téléphone. On se consacre aux autres et au repas. Voilà. Et c'est par ce mouvement de conscience que j'ai eu le choix, en fait, de décider soit de suivre ce mouvement, ce désir que j'avais, soit de revenir à ce que j'avais pu décider précédemment. Et donc, j'ai laissé le téléphone et je me suis consacré à mes enfants, à ma femme et au bon repas. La conscience de soi, c'est une métaposition qui permet de s'observer et qui développe une meilleure connaissance de soi, une plus grande lucidité sur soi-même. Cela a une condition, c'est que ce qu'on observe, on ne le juge pas, on l'accepte comme il est. Les belles choses comme les choses moins belles, la part d'ombre qu'on a tous. Et dès que vous faites cela, ça change tout. La vie devient différente. Et c'est une compétence qu'on peut développer notamment à travers la pratique de la méditation. La méditation, c'est la voie royale pour développer la conscience de soi. Et nous voudrions vous proposer d'expérimenter ensemble un petit moment de retour à soi. Et donc, je vous propose de fermer les yeux, mais ceux qui veulent les garder ouverts peuvent les garder ouverts aussi. Et on revient à soi, à son corps, tranquillement assis, au bruit autour, à l'extérieur. On peut prendre conscience de sa respiration. Et à chaque fois qu'on expire, on peut expirer un peu de la fatigue qu'on a pu ressentir dans la matinée ou des choses qui nous ont dérangés. Et on s'éveille de plus en plus à ce qui nous entoure et à soi-même. Les bruits qu'on peut percevoir viennent et passent. Les pensées qui peuvent nous traverser viennent et passent aussi. Et tout passe tranquillement. Et il n'y a rien à faire, même pas à m'écouter parler. On peut m'écouter ou ne pas m'écouter, c'est pareil. Juste être avec soi. Et une fois qu'on est bien là, avec soi, on peut imaginer tous ceux qui forment notre groupe. Ceux que vous avez vus à l'écran, ceux que l'on ne voit pas. On peut faire comme si on les connaissait tous bien. Et comme si on avait de belles et bonnes intentions à l'égard de chacun.
comme il est, comme la vie. Tous les autres sont comme ils sont. Et chacun a le droit d'être comme il est. Et ceux qui le veulent peuvent commencer à ouvrir les yeux. Mais ceux qui sont encore fatigués, trop fatigués, peuvent continuer à dormir. Cela ne nous dérange pas non plus. Et maintenant, je vous propose d'observer les effets de ce court moment de recentrage dans votre corps, dans vos émotions et sur vos pensées. Comment ressentez-vous votre énergie maintenant? Merci Laurent. Si vous êtes d'accord, on va continuer. À moins que tu aies encore quelque chose à ajouter, Laurent. C'est parfait pour moi. À toi, Frédéric. Alors, nous sommes préparés pour aborder la troisième métacompétence, qu'on appelle la capacité d'apprendre à apprendre. Et cette capacité d'apprendre à apprendre, elle s'appuie sur un ensemble de connaissances sur notre cerveau, et on a la chance de bénéficier depuis au moins une vingtaine d'années de recherches juste extraordinaires sur le fonctionnement du cerveau, ou des cerveaux, il faudrait-il dire, puisque nous avons aussi des neurones dans le cœur, des neurones dans les intestins, et on sait que ces parties-là sont aussi très agissantes et ont un impact sur notre capacité à apprendre. Et on va comprendre tout de suite après ce que ça veut dire. Et on sait aussi, comme voilà, Laurent nous l'a montré tout à l'heure, que le fait de méditer ou de s'asseoir ou de se poser un peu facilite l'apprentissage. Aujourd'hui, il y a de nombreux tests qui sont faits dans les écoles, même en très bas âge. Récemment, j'intervenais aussi pour des plus grands à l'université de Strasbourg pour apprendre à se recentrer en début de chaque cours. Il y avait un certain nombre de profs qui ont lancé cette idée de proposer aux élèves systématiquement de s'arrêter 2-3 minutes pour faciliter l'apprentissage, pour permettre une transition vers ce qui allait être vu et se rendre complètement disponible physiquement, mais aussi disponible émotionnellement et intellectuellement. Et ça s'apprend, et on parle de métacompétence parce que cette capacité à être un peu en dehors de soi et de guider ce qu'on va faire est extrêmement important pour toute la suite. Alors évidemment, si on associe ça à ce qu'on appelle l'état d'esprit du débutant, cet esprit curieux, créatif, qui essaye d'être tout le temps dans une logique de croissance et d'évolution, puisque la vie est un grand processus d'évolution, ça facilite grandement le travail. Et nous aurons tous besoin de ça, nous en avons déjà besoin maintenant, et les choses vont s'accélérer. Donc ce sera encore plus important d'intégrer ces façons de faire. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose un test de lecture. Là. Alors, j'en profite pour lire une question en même temps qui vient d'arriver. Est-ce que pour apprendre à apprendre, il faut savoir désapprendre pour mieux rebondir? Oui, il y a un peu de ça. Il faut apprendre à désapprendre parce que nous avons des habitudes qui nous empêchent d'apprendre. Il faut désamorcer ces habitudes et en développer de nouvelles. Et donc, oui, ça passe aussi par là. Pas que ça, évidemment, mais c'est un aspect important. Bien, je reviens au test de lecture. C'est une préparation pour la suite. Pouvez-vous lire ce qui est écrit à l'écran? Et ceux qui peuvent lire, simplement, vous mettez dans le chat, dans la boîte de dialogue, ce que vous observez, ce que vous lisez. Alors, je lis, tirer des conclusions, tirer des conclusions, tirer des conclusions. Voilà, pareil, tirer des conclusions. Bon, ben, visiblement, ils sont meilleurs que ce que je ne pensais. C'est super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sauf que c'était pas ça. Il n'y a pas de truc, hein, c'était vraiment pas tirer des conclusions. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau a collé sur la partie qu'il ne voyait pas quelque chose qu'il savait. Et il s'est dit, ça doit être ça. C'est-à-dire qu'il se ferme au possible.
Et ça, c'est une mécanique extrêmement dangereuse chez les humains. Quand ils pensent savoir, c'est le pire du pire. Et nous avons beaucoup d'endroits où nous fonctionnons de cette façon-là. Et donc, une fois qu'on a découvert qu'on était aussi comme ça, qu'on fonctionnait comme ça, la première des choses à faire, c'est de se dire, oh, ok, je fais un pas de recul, je me fais un pas en arrière, je me dis, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là? Je vois qu'une partie de moi veut coller cette réalité-là sur ce que je perçois, et peut-être qu'il peut se passer autre chose en réalité. Et je suis sûr que vous avez de nombreux exemples dans votre vie où les choses se passent comme ça, surtout quand, par exemple, vous savez, ce genre de conversation où on dit, mais si tu as dit ça, et l'autre il dit, mais non, je n'ai pas dit ça. Vous voyez, le genre de dialogue, parce qu'on perçoit les choses plus que ce qu'on les entend objectivement. Et cette perception fausse constamment notre réalité. Alors, est-ce que vous pouvez lire la suite maintenant? Est-ce un merci ou pas? Exercice impressionnant, mais qui effraie. Je ne pensais pas vous faire peur en mettant l'exercice. Je vois que quelqu'un a marqué 3 points d'interrogation. Et oui, maintenant on est obligé de se poser la question, de se dire peut-être que c'est un merci, peut-être pas. Et le doute qu'on pose, qui est un doute sain à cet endroit-là, devient intéressant. Il y avait une partie qui était bonne, l'autre qui ne l'était pas tout à fait. Je tente MPFSI. Oui, c'était presque ça. Merci d'avoir essayé. Il y a effectivement plusieurs options. Alors, dans cette logique d'apprendre à apprendre, il y a quelques accélérateurs. Le premier, c'est votre état intérieur, votre météo intérieure. On essaie de le répéter, c'est un travail qu'on fait souvent. Il faut, en intelligence collective, de vérifier quel est notre état émotionnel intérieur. Est-ce que je suis plutôt de bonne humeur ou plutôt de mauvaise humeur? Est-ce que je suis plutôt agacé ou plutôt serein? Voilà, ça fait partie des indicateurs importants. Le fait de le reconnaître est déjà le début de la libération. Pour apprendre, il vaut mieux être d'humeur joyeuse. Ça facilite l'apprentissage. Et donc, on peut apprendre à décider de l'état intérieur dans lequel on se trouve. Et l'accélérateur va se trouver à cet endroit-là. Mais le début du début, c'est d'identifier dans quel état on se trouve. Quand on disait qu'il faut apprendre des choses sur le cerveau, la première des choses à apprendre, c'est se rappeler que notre cerveau est extrêmement plastique. Et il peut à la fois développer des choses négativement, il peut développer ce qu'on appelle des croyances limitantes, souvent inconscientes, parfois conscientes, et puis d'autres fois, on peut utiliser le même phénomène pour de bonnes raisons, et on peut reprogrammer à peu près tout son cerveau. Aujourd'hui, on sait ça. C'est pas si simple, mais c'est possible. Et nous savons que nous avons, quand Laurent nous a montré tout à l'heure la porte, donc ces métacompétences qui sont comme une porte vers des potentialités, c'est ça aussi, c'est se rappeler que nous avons des potentiels qui sont souvent inexploités. Moi, ça m'est arrivé de devoir apprendre de l'anglais pour aller apprendre l'anglais pour aller animer un séminaire en Angleterre, à Manchester. J'avais 3 jours d'animation. On me l'a annoncé 6 mois avant. Je comprenais l'anglais, mais de là à animer un séminaire avec du coaching collectif, des éléments psychologiques et la finesse que ça requiert, comme je peux le faire en français, c'était pas si évident. Et pourtant, en 6 mois de temps, je suis arrivé au niveau et les personnes qui étaient présentes, dont une bonne partie étaient des anglophones, des purs anglophones, étaient étonnés, étaient satisfaits déjà du niveau, et moi-même, j'étais étonné du chemin que j'avais parcouru en 6 mois de temps. Mais je me suis mis dans les conditions idéales pour apprendre. Je n'ai pas fait que ça, j'ai passé simplement quelques heures par semaine pour monter mon niveau et j'y suis parvenu. Et vous pouvez simplement chercher tous les domaines où vous vous êtes parfois dépassé, vous allez voir que votre cerveau est capable de faire des choses étonnantes, sauf qu'on l'oublie. Alors, l'exercice physique va aider l'intelligence cognitive, par exemple. On sait qu'il y a des liens comme cela. Et quand on sait comment ça fonctionne, on peut utiliser l'un ou l'autre. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il vaut mieux avoir des rythmes de 50 minutes de travail intensif et 10 minutes de pause ou 10 minutes d'exercice physique. Ça renforce l'apprentissage. Avec les enfants, c'est très important, et avec les ados encore plus d'ailleurs. Modifier ses habitudes font partie des choses qui vont aider le cerveau à se stimuler. Vous pouvez
Par exemple, dans les petites habitudes à changer, changez votre montre de poignet, utilisez la main gauche si vous êtes droitier pour vous brosser les dents. Ça oblige le cerveau à fonctionner un peu plus consciemment et différemment. Et toutes ces petites choses sont des stimulations qui vont entraîner votre cerveau. L'alimentation est évidemment extrêmement importante. Boire de l'eau, le cerveau a besoin d'eau, d'oméga 3 aussi. Il y a certains aliments qui sont plus favorables que d'autres. Jouer, évidemment, tout l'esprit ludique est extrêmement important là derrière. Et évidemment, un point aussi essentiel, c'est d'arrêter les ruminations qui sont un consommateur d'énergie colossal. Et ça s'apprend aussi, mais vous pouvez le décider déjà maintenant, là aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un qui rumine facilement, qui entretient des pensées négatives facilement, vous pouvez décider d'arrêter tout simplement et de focaliser votre pensée dans une direction bien précise. Il y a des techniques ancestrales qu'on redécouvre aujourd'hui en neurosciences, comme par exemple les techniques du mantra ou de la prière. C'est-à-dire qu'on focalise son mental dans une direction. Vous pouvez chanter n'importe quelle chanson en réalité intérieurement, ça aura cet effet. L'idée, c'est d'arrêter de perdre de l'énergie en focalisant l'énergie dans une direction. Même si ça semble un peu anodin ou peu intéressant, le fait de sortir de la rumination va vous redonner de l'énergie de toute façon. Bon, le stress chronique aussi est un empêcheur d'apprentissage. Alors pour synthétiser ce qu'on vient d'évoquer et pour rentrer un tout petit peu dans la notion d'apprentissage, sans pouvoir tout vous dévoiler, parce qu'en 1 heure de temps, on ne peut pas aller trop loin, on voulait juste brosser un tableau rapide ici. On peut se rappeler qu'apprendre, c'est prendre, comprendre et rendre. Prendre, c'est comment j'écoute, comment je reçois l'information. Là, vous êtes en train d'écouter, comment j'écoute. Comprendre, c'est comment j'intègre, c'est-à-dire comment je développe ma propre pensée autour de ce que je viens de prendre. Et après ça, une fois que j'ai réellement compris, j'ai pris en moi comment je vais rendre ce que j'ai appris, comment ça devient vivant pour que j'aille le rendre de telle façon que petit à petit, j'intègre ce processus. Je sais par exemple que pour ma part, la partie prendre était un point d'attention particulier, puisqu'il y a pas mal d'années maintenant, j'ai fait le constat que j'écoutais de façon très partielle. C'est-à-dire que lorsque j'écoutais quelqu'un, j'écoutais souvent pour répondre d'abord, mais pas que, j'essayais de construire mon propre raisonnement à partir de ce qui était dit, et quand mon cerveau commence à faire des liens, ce qu'il aime beaucoup faire, c'est-à-dire comme dans le test de lecture qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il associe des notions passées à ce qui est en train d'être vu, il commence à tourner sur lui-même avec ce qu'on entend, et il se coupe de ce qui est donné. Et j'ai remarqué que voilà, parfois j'ai écouté des conférences, ou même parfois dans la lecture d'un livre, je lisais des paragraphes que je n'intégrais pas du tout, ou j'écoutais des parties de conférenciers que je n'intégrais pas du tout, parce que mon écoute était partielle, parce que j'avais un bavardage intérieur qui pourrait sembler intéressant, mais en réalité me coupait en partie de ce que j'apprenais. Et alors la proposition maintenant, ce serait à nouveau de se remettre en petits groupes, juste pendant 5 minutes. On va refaire des groupes de 2 ou 3, et de vous proposer de travailler sur ce premier point, de prendre. Comment vous prenez, comment vous recevez l'information, comment vous écoutez, est-ce que vous êtes réellement attentif et réceptif à ce qui se passe, et puis que pourriez-vous faire pour améliorer la situation. Et on se retrouve dans 5 minutes pour la suite de l'aventure. Géraldine? Oui.
Je vois que Véronique S, je ne sais pas qui c'est, serait dans une salle avec vous, en tout cas a été invitée à rejoindre, mais je ne sais pas si elle va rejoindre Je la vais salle. voir avec Eric. Ouais. En room 10, il y a Véronique S. Ah, c'est bon, elle est C'est bon. Voilà. partie. Nathalie Muriel. Bon, après, parfois, il se peut que l'un ou l'autre soit occupé à autre chose. Et parfois suivre le webinaire. Il y a Nathalie Nguyen et qui demande, Nathalie, elle veut être dans une room. Elle n'est pas dans une room. Elle est bien affectée. Frédéric, Oui. je me dis qu'il va nous rester peu de temps pour les échanges. Oui, on va pas faire les derniers exercices. Je brosserai très rapidement le tableau sur l'humilité, de telle façon qu'on ait 5 minutes de questions-réponses. Merci. Ça te va comme ça? C'est top. Dans 1 minute, on peut déjà rappeler tout le monde pour qu'ils aient encore 1 minute. Comme ça, il y a encore 2 minutes au total. Ça va, Eric? Dans 1 minute, on ferme les salles. Ah, Eric n'est plus là. Il nous reste encore 2 minutes, Frédéric, c'est ça? Oui, ça veut dire que dans 1 minute, on ferme les salles pour que dans 2 minutes, on ait fini l'exercice. Très bien. Même plutôt 40 secondes là maintenant pour que on termine tranquillement et qu'on soit à l'heure. C'est que c'est un peu frustrant de couper comme ça les échanges, mais dans un webinaire d'1 heure, on est obligé de serrer un peu. Les participants vont revenir. Oui. Re-bienvenue à tout le monde. Voilà, désolé de devoir vous couper un peu dans l'élan. On sait que c'est toujours un peu frustrant de devoir mettre court à ces échanges.
On n'aura même pas le temps de faire un débriefing puisqu'on voudrait laisser plutôt un peu de place à la fin à quelques questions-réponses. Donc, on va plutôt passer à la suite de la présentation. Alors, ça, c'était le troisième. Apprendre à apprendre était la troisième métacompétence. Et la dernière, c'est l'humilité. Et l'humilité, comme nous, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, on a demandé à Maître Yoda ce qu'il en pensait. Donc, on lui a envoyé un petit texto et il nous dit de façon très simple, l'humilité, c'est prendre sa place, toute sa place, rien que sa place. Bien, c'est une pensée yodique, hein, ça. Donc, mais en réalité, vous comprenez assez vite que prendre sa place, c'est important. C'est-à-dire, je reconnais ma valeur, je prends ma place, je prends toute la place que j'ai décidé de prendre, mais en même temps, je respecte la place des autres et l'espace des autres, parce que nous sommes dans un monde où la coopération est extrêmement importante. Et dès l'instant où je réfléchis comme ça, je peux m'engager et en même temps être dans le respect de l'autre. Et au niveau de la pensée qu'on peut compléter ici, on peut simplement ajouter aussi, c'est de vivre chaque journée comme si c'était la dernière. Mais au-delà de ça, dans l'humilité, il y a aussi cette capacité à voir tout ce que je sais à la lumière de ce que je ne sais pas encore. On sait que l'ignorance est la mère de nombreux maux. Mais on oublie parfois, malheureusement, et nos sociétés, on a des exemples encore récents à ce sujet, c'est que le croire savoir est peut-être encore pire que l'ignorance et pose problème. Et certains oublient que, par exemple, la science est aussi dans un processus d'évolution et que l'une vérité d'aujourd'hui sera une vérité dépassée demain. Et donc, le fait de regarder ça avec un peu de recul est vraiment important. Mais vis-à-vis de soi-même, cette attitude-là est extrêmement aidante parce qu'elle nous invite à rester dans cet esprit du débutant, cet esprit de l'enfant ouvert et curieux et ne pas s'arrêter à nos vérités qui deviendraient peut-être même des dogmes auxquels on s'accroche. Alors, oui, pour ceux que ça intéresserait, j'ai vu récemment un cours disponible sur Coursera qui s'appelle Intellectual Humility. Juste pour nous rappeler qu'en fait, quand on cultive cette humilité au moins intellectuelle, on apprendra beaucoup mieux. C'est disponible sur Coursera. En tout cas, ça l'était au moment où j'ai vu C'était pas il y a tellement longtemps, donc je pense que c'est encore disponible. Alors, on va vous proposer un exercice plutôt à faire plus tard. Mais simplement, vous pouvez en prendre connaissance déjà. Il est intéressant quand on s'arrête et se dire, tiens, qu'est-ce que je peux développer pour renforcer ma propre humilité? C'est d'avoir ce qu'on appelle le code, son code d'honneur de l'humilité ou son code de l'humilité, tout simplement. Et on peut avoir des ponts avec ces grandes aspirations aussi d'ailleurs. Mais cultiver l'esprit du débutant, ça commence par accepter ses propres limites sans se dévaloriser, sans se culpabiliser, sans se juger intérieurement, par exemple. Ce qui semble évident, mais qui n'est pas si simple en réalité, parce que nous sommes confrontés dans notre travail d'accompagnement, de coaching, à de nombreuses personnes qui sont constamment dans la dévalorisation et le jugement ou la comparaison, ce qui les empêche de progresser, parce que ça les tire vers le bas constamment, même s'ils ont l'impression de vouloir faire un effort pour se dépasser et être meilleurs, mais c'est pas d'être meilleurs par rapport à eux-mêmes, c'est d'être meilleurs par rapport aux autres. Et ça induit des comportements qui ne sont pas sains pour les personnes elles-mêmes. Voilà, il y en a évidemment beaucoup d'autres, comme la capacité à reconnaître ses propres erreurs. Entre parenthèses, je vous ai cité Tony Parker, qui mettait un point d'honneur. Je ne sais pas s'il le faisait tout le temps, mais en tout cas, dans une interview, il disait que quand il arrivait en retard à l'entraînement, il s'excusait auprès de ses coéquipiers parce qu'il considérait que c'était extrêmement important d'abord de reconnaître son erreur et en même temps, vis-à-vis du groupe, de montrer l'exemplarité. Il essayait plutôt d'être à l'heure, disait-il. Et je trouvais que l'exemple était à propos ici. Et voilà, vous pouvez trouver aussi des exemples dans votre propre vie par rapport à tout ça. Voilà, et la capacité à s'émerveiller, qui est dans cette liste-ci, le dernier point. On aurait pu faire une liste qui contienne 3 fois plus de points, hein, vous avez compris. Mais prenez-en simplement l'un ou l'autre ou ajoutez les vôtres propres et vous pourrez développer votre humilité de cette façon-là, en tout cas l'entretenir et avancer avec cette quatrième méta-compétence.
Et maintenant, c'est une invitation à quoi vous invitent ces métacompétences, ces 4 métacompétences, et qui sont à la fois, on ne va pas dire complexes, mais elles sont accessibles, mais en même temps, elles ne sont peut-être pas si simples, mais elles sont accessibles. Donc, à quoi vous invitent ces 4 métacompétences et le webinaire que nous venons de vous partager. Et je vais arrêter de partager l'écran, comme ça on peut tous se retrouver avec ceux qui le voudront avec les caméras. Voilà, et chacun peut prendre la parole, partager les questions ou les observations que vous avez envie de faire par rapport à ce que vous venez de voir. Voilà, vous pouvez vous lancer, hein, prendre la parole ou nous mettre, si vous êtes un peu vous permettez, petit. je voulais... Oui. Pardon, je voulais partager un commentaire que j'ai fait dans la salle où j'étais avec Nicolas, pour dire que, de mon point de vue, la concentration et l'écoute, qui vont un peu de pair, passe par le fait de déconnecter d'autres choses, et que typiquement, malgré le fait que nos femmes nous répètent souvent que c'est parce qu'on est des hommes qu'on ne sait pas faire deux choses à la fois, en réalité, tous les hommes, tous les humains ne savent pas faire deux choses à la fois bien comme il faut. On fait forcément à moitié les deux choses, on ne les fera pas complètement. Donc, écouter quelqu'un, c'est aussi mettre de côté les distractions, donc le téléphone, etc. Tout ça, ça paraît évident, mais les distractions, elles sont aussi dans la tête. Et je pense qu'effectivement, par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure, la méditation aide beaucoup aussi à faire et qui empêche d'écouter les autres. Merci. Voilà, c'était juste peut-être le cas pour cette annonce. Merci. C'était Vincent qui parlait, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Je suis un peu en contre-jour, donc on ne me voit pas bien. Merci Vincent. Je m'en excuse. Pas de souci. Mais je crois que notre cerveau humain est capable de multiprocessing, c'est-à-dire qu'il travaille en arrière-plan, il travaille dans la conscience et puis il travaille aussi en arrière-plan. Effectivement, on a des processus qui fonctionnent en arrière-plan. La difficulté, c'est d'être conscient simultanément des différents processus qui sont à l'œuvre. Nous avons des milliers et des milliers de pensées. Il y en a qui se sont amusés à compter. Ils se sont arrêtés de compter à 50 000 pensées par jour. Et donc, voilà. On sait qu'il y a tout ça. Laurent ? Pour compléter ce que tu dis, Frédéric, oui, il y a une chose qui est la capacité à traiter différentes choses en parallèle. Et je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, on sait que le cerveau a cette capacité. Et il y a un autre vrai sujet qui est notre capacité d'attention. Et développer une attention divisée, donc une attention sur différentes choses en même temps, nous sommes convaincus que c'est quelque chose de possible. Mais ce n'est pas naturel. Et ça se travaille. Voilà. Et déjà, dans un monde de sursollicitation, être capable de centrer son attention sur une chose à la fois, c'est déjà bien. Moi, je ferai une petite remarque sur le premier point, qui est d'aspirer à un grand but. Si Pardon ? Ça n'est quand même pas très simple de définir quel est mon grand but. Moi, je sais que personnellement, j'ai 56 ans et ça m'a pris 55 ans. Donc, pour les plus jeunes, j'espère qu'ils y arriveront avant. Donc, on peut avoir des tas de buts intermédiaires, j'en suis sûre. J'ai l'impression d'avoir vécu très heureuse jusqu'à 55 ans. Mais maintenant, je sens qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'aspire. Et c'est quand même c'est assez enthousiasmant. Voilà, mais ça ne me paraît pas évident. Je peux répondre, Frédéric, si tu veux. Vas-y.
Oui, ça me paraît très juste ce que tu dis et puis ton expérience. On peut avoir différents buts ou différentes aspirations tout au long de sa vie. Et moi, je le vois un peu comme un dévoilement. Et, et, et chaque but, à un moment donné, est une étape pour aller à celui d'après. Et ce qui est important, vraiment, en fait, c'est moins l'exactitude de la réponse à un moment donné que de faire vivre en soi et de garder vivante cette question. Qu'est-ce qui est essentiel? Et c'est sûr que ce qui est essentiel à 20 ans ne sera pas la même chose qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, qu'à 50 ans. Mais que cette question vive en soi, ça, c'est vraiment essentiel. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des périodes d'errance, parce que surtout les jeunes ont une capacité à l'errance. Exact. C'est une question qui demande une réponse à plusieurs niveaux. Puisque les jeunes sont accompagnés à plusieurs niveaux, ils sont accompagnés par leurs propres parents, ils sont accompagnés par leurs éducateurs aussi, dans les premières classes, et puis un peu plus tard par leurs professeurs, par leurs amis aussi. Et que faisons-nous pour que dans ces différents espaces, nos enfants puissent se poser ces questions et puissent se poser la question du but de leur vie? On voit à quel point aujourd'hui, certains sont laissés démunis avec cette question. Et j'entendais récemment des parents extrêmement inquiets parce que des enfants d'âge relativement jeune, ils n'avaient pas 10 ans, étaient dans des états dépressifs parce qu'ils sont dans une société où ils ont l'impression de ne pas pouvoir dessiner un futur. Déjà, avant 10 ans, vous vous rendez compte, c'est juste dramatique. Donc je peux imaginer que des ados aujourd'hui se posent les mêmes questions parce que les messages qu'ils reçoivent au quotidien ne donnent pas envie et donc ça ne donne pas envie de se poser la question. Voilà. Donc c'est à nous, à chacun de nous, là où nous sommes, de reposer ces questions. Parce que ce qui va permettre de créer cette métacompétence qui est le but, c'est un peu étrange d'appeler ça une métacompétence, c'est le fait d'être porté au quotidien par ce but et ses valeurs, parce que les valeurs sont toutes proches du but, et de réenchanter son quotidien à partir de ça. Où est-ce que je veux aller en tant qu'humain? C'est une vraie question. On a des séminaires rien que là-dessus d'ailleurs. Hein. Sur ces 4 compétences, on déroule un séminaire de 2 jours et on passe une demi-journée pour réfléchir à ses intentions, à ses objectifs. J'ai vu quelqu'un qui levait la main, Sophie. Oui, cela dit, ça peut être, enfin, je rejoins un peu, je crois que c'est J'avais une question aussi, en fait. Ah, pardon. Ça peut être extrêmement stressant quand on a passé un certain âge notamment, de ne pas être tout à fait capable de répondre à cette question fondamentale du grand but de la vie ou de la voir d'une manière trop vague et de simultanément se dire, vivre cette journée comme si c'était le dernier jour de ma vie, d'avoir conscience du temps qui passe, du nombre de jours limités, ça peut être un stress énorme aussi. Et c'est un facteur qui empêche un peu d'aller de l'avant quand même. Ça peut. On se poser la question. Pardon, excusez-moi, j'ai dû couper une parole. Je suis désolée. Ça peut effectivement, et c'est pour ça que le sujet n'est pas si simple, mais le problème, c'est que ne pas aborder le sujet est aussi un problème, c'est un problème plus grave. Et donc, à un moment donné, il faut accepter de se confronter à la difficulté. Et la difficulté, on se rend bien compte, enfin en tout cas notre expérience nous a montré qu'elle n'est pas si difficile que ça, parce qu'on peut trouver des réponses et on les trouve souvent pas tout seul, on les trouve avec d'autres, en acceptant de se poser la question avec d'autres. Et là, ça devient enrichissant et intéressant. Et les éclairages des uns et des autres vont nourrir ceux qui parfois ont du mal à mettre des mots sur les choses. Parce que souvent, nous avons les réponses en nous-mêmes, mais nous n'avons pas pris la peine de formaliser les choses et les mots des autres vont parfois nous éclairer. Parce que parfois, les aspirations sont quand même là. Ça, c'est une chose qu'on découvre, c'est que certains sont quand même guidés par quelque chose. Ils ont suivi un parcours dans leur vie et à un moment donné, ils mettent un mot sur ce qui les a guidés dans leur vie. Et le fait de reprendre conscience de ça est aidant pour le restant de la vie.
Et pour avoir fait ça avec des personnes d'un certain âge, je me rappelle avoir eu dans des séminaires des personnes de 60 ans qui étaient sur le point de prendre leur retraite et qui se voyaient partir pour une période pas très réjouissante. Le fait de s'être reposé des questions comme ça, sont repartis optimistes, pour reprendre le thème de ce sujet, et enthousiastes parce qu'ils ont repris confiance aussi en elles-mêmes. Voilà. Que je voulais dire, Sophie, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que l'âge, c'est peut-être aussi une barrière derrière laquelle on se cache, parce que finalement, je dirais, bon, voilà, est-ce que c'est pas forcément dans la tête, et à chaque période de sa vie, on a quelque chose à jouer. Finalement, si on oublie notre âge et qu'on se dit, ben, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je peux apporter aux autres et comment je peux, avec mon expérience, contribuer à faire que des choses avancent, en fin de compte, on se rend compte qu'on a encore toute notre place. Moi, j'ai pris une claque personnellement et je me suis rendu compte que finalement, ben non, l'âge, ok, il fallait l'oublier et aller de l'avant. Sinon, je crois qu'on peut encore beaucoup aider, et quel que soit ton âge, tu as beaucoup de choses à apporter. Il faut juste en être conscient et oublier que voilà, qu'on avance et avancer tout simplement. Enfin, c'est ma perception. Merci pour ce témoignage. Et je vois l'heure qui avance, il est 13h07. On va prendre peut-être juste une dernière question et on va clôturer après pour vous laisser aller à vos activités. Je crois que Sarah avait quelque chose à dire. En fait, merci beaucoup Laurent. En fait, ce que je trouve vraiment difficile, c'est tout ce qui est attrait à la conscience de soi et à la lucidité de soi-même, en fait. Ça, c'est vraiment très, très difficile. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une des choses les plus difficiles parce que j'ai toujours en fait l'impression que finalement, il y a un monde avec une multitude en fait de stimuli autour de nous et vraiment en fait pouvoir à un instant T s'arrêter et prendre conscience de nous-mêmes, ça c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas du tout à faire. Et ça m'empêche, et je me rends compte que ça m'empêche vraiment parfois parfois je vais dans des directions qui vont pas du tout parce que en fait je prends pas conscience de ce que je suis en train d'être, de faire, voilà. Et c'est quelque chose de très difficile. En tout cas, bon, en ce qui me concerne, j'ai cette expérience-là à partager, mais vraiment, ça, c'est une compétence très dure, je trouve. Peut-être pour clôturer, te dire que Frédéric, comme moi, on trouve que ce n'est pas simple non plus. Et en revanche, ce qu'on a remarqué, c'est que s'entraîner avec la méditation permet de développer cela au quotidien. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir un rythme. Tu vois, on médite 2 fois par jour et on voit que ça nous aide beaucoup au cours de la journée à avoir des moments de lucidité, de conscience de soi, plus que quand on ne médite pas. Ça, c'est une réalité. Donc, on ne peut que vous encourager et t'encourager dans ce chemin. Et ça sera peut-être le mot de la fin. Frédéric, est-ce que tu voudrais dire un mot pour conclure ? Si certains ont des questions, on peut se retrouver sur LinkedIn, par exemple, voilà, bon, vous avez vu notre nom, on prenne là, donc n'hésitez pas, on sera ouvert, on répondra. Et pour le reste, belle journée, voilà. Moi, je voulais vous remercier, Frédéric et Laurent, pour cet atelier passionnant, riche d'enseignements. On sait qu'on a plein de potentiel à développer, donc il n'y a plus qu'à et à méditer. Merci à tous les participants. Il y a des sessions de speed coaching qui commencent pour ceux qui se sont inscrits. Et sinon, je vous donne tout rendez-vous à partir de 18h pour une conférence avec Hubert de Boisredon, qui est le PDG d'Armor, et Rodolphe Durand sur le Purposeful Leadership, donc sujet passionnant. Donc à partir de 18h ce soir, et d'ici là, très bonne journée. Et merci encore. Merci beaucoup, merci. Bonne continuation. Au revoir.